sur une communication intitulée Racialisation, religion et genre, quand l'intersectionnalité prend corps et vie en moyen. Oui, pas toujours. Alors, écoutez, après Fatima, la sainte portugaise, et après Fatima, la prostituée marocaine en Suisse, vous allez avoir la Fatima, sociologue à Nanterre, qui va essayer d'aborder certaines questions. Alors, je vais commencer par sortir une phrase d'une situation que j'ai personnellement rencontrée, qui était « être anti-arabe, c'est du racisme, être anti-musulman, c'est de la philosophie ». Alors cette phrase, c'est un professeur de philosophie qui l'a dite à un café philo qui était sur le thème de la postcolonialité auquel j'assistais. Ce que je trouve intéressant dans cette phrase, et un petit peu pour faire le lien avec ce colloque, c'est que ce colloque qui porte sur la racialisation du religieux est un petit peu à contre-courant d'une tendance qui, elle, existe depuis à peu près 5-6 ans, qui est la dissociation, la disjonction entre la notion de racialisation, ethnicité, et la notion de religiosité ou de confessionnalisation. Je m'explique. Quand cet homme dit être anti-arabe, c'est du racisme, et être anti-musulman, c'est de la philosophie, ça lui permet de critiquer l'islam sans être taré de raciste. Et on va avoir, si vous voulez, deux mécanismes qui sont concomitants, en fait, deux entrepreneurs de morale, si vous voulez, ou des entrepreneurs de cause, qui ont un intérêt complètement divergent, mais qui vont avoir les mêmes effets. Je m'explique, il va y avoir des scientifiques, des universitaires qui vont essayer, dans le champ universitaire, de développer l'idée qu'il y aurait une forme de racisme spécifique à l'encontre des musulmans. C'est Marwan Mohamed, Abdelali Hajjad, c'est Ouda aussi Assal, qui ont développé cette idée qu'il existait une forme de racisme irréductible à l'anti-arabité, si vous voulez. Et en face, on va avoir d'autres acteurs qui, eux aussi, vont lutter pour la dissociation du religieux et de la racialisation, afin de pouvoir critiquer d'une certaine façon la religiosité avec le cache-sexe de l'idée que c'est le droit au blasphème et qu'on a juste la liberté d'expression. Alors, quel va être mon postulat ici ? Alors, superposition de la racialité avec la religiosité ou dissociation ? Eh bien, j'ai choisi comme concept heuristique ce que l'on appelle l'intrication. Qu'est-ce que c'est que l'intrication en physique quantique ? C'est l'idée qu'il y a deux éléments qu'on ne peut comprendre que si on les prend dans leur globalité, mais qui sont spatialement séparés. Qu'est-ce que ça signifie ? Je considère que la religiosité et la confessionnalisation sont effectivement deux concepts distincts, mais pour les comprendre, on est obligé nécessairement de les articuler l'un avec l'autre. Ce qui m'emmène à mon deuxième concept heuristique, celui de concaténation. C'est-à-dire que parfois, entre des termes et des concepts différents, non seulement ils sont imbriqués, mais en plus parfois il peut y avoir un lien causal. Le lien causal, c'est la confessionnalisation parfois de l'ethnique et le processus inverse, la racialisation parfois du religieux. Alors je vois vos minois, je vais vous donner des exemples pour essayer d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Je vais vous donner des exemples dans les discours d'hommes politiques. Premier exemple, Nicolas Sarkozy qui, en février 2012, parle de musulmans d'apparence sur une radio qui s'appelle France Info. Quand il dit musulmans d'apparence, il dit une chose très intéressante. Il était en train de commenter l'assassinat de 2 soldats musulmans. En réalité, ils ne sont pas musulmans, ils sont d'origine maghrébine, mais ils ont été tués par Mohamed Merah, qui les considérait comme étant musulmans et ayant trahi en quelque sorte l'islamité qui aurait dû être la leur. Quand il dit musulmans d'apparence, il fait un lien entre les marqueurs ethniques et l'appartenance religieuse. Il suffit finalement d'être maghrébin pour avoir le stigmate ou pour être accolé à l'idée d'islamité et de musulmanité. Il réitère ou il récidive, si je puis me permettre, dans un débat qu'il va faire dans l'entre-deux tours avec François Hollande. Et là, il va dire que quelque part, donner le vote aux étrangers pour les élections municipales, c'est ouvrir la porte à la communautarisation. Par quel processus ? Parce qu'il dit finalement l'ensemble des étrangers qui sont présents dans les municipalités, ce sont des migrants nord-africains, ce sont des migrants subsahariens, ils sont donc de confession religieuse musulmane, et quelque part leur donner le droit de vote, c'est leur donner les moyens d'exercer une pression sur les municipalités pour qu'il y ait un certain nombre d'accommodements. Exemple, la nourriture, c'est lui qui cite ces exemples d'ailleurs, la nourriture halal dans les cantines ou alors le fait d'avoir des horaires aménagés pour les femmes dans les piscines. Voilà. Donc il va complètement imbriquer la notion de religiosité et
d'ethnicité. Dans un premier cas, c'était l'idée que si on est arabe, on est musulman. Dans un deuxième cas, c'est l'idée que si on est migrant, eh bien c'est qu'on est musulman. Finalement, Claude Guéant va lui emboîter le pas, ou plutôt lui précéder le pas, puisque lui aussi, dans une allocution qu'il va d'abord faire en privé puis ensuite en public, les 4 et 5 février 2012, il va parler de la civilisation. Je pense que vous vous souvenez un petit peu de cette controverse. C'était l'idée que les civilisations ne se valaient pas. Quels exemples il va donner? 2 exemples qui renvoient à l'islamité. Le premier, c'est de dire qu'une civilisation qui voile intégralement ses femmes ne peut pas être considérée comme une civilisation égale, quelque part, à la civilisation française et à la civilisation occidentale. Et d'autre part, deuxième exemple, ce sont les prières de rue. Il dit que les prières de rue, c'est contraire à l'idée civilisationnelle que nous devrions tous partager et avoir en France. Ce qui est absolument fascinant, je trouve, dans cette allocution, c'est comment finalement la race qui a été par excellence l'opérateur de hiérarchisation civilisationnelle, on disait que quelqu'un était civilisé ou non en fonction de sa racialité, va être progressivement substitué par un autre opérateur de distinction ou de différenciation civilisationnelle, qu'est la question religieuse. Et c'est là où je renvoie quelque part au cache-sexe confessionnel et religieux, c'est que dans les 2 cas, finalement, on a des personnalités qui vont se saisir de la question religieuse pour tenir des propos qui si ces propos avaient été remplacés, si à l'intérieur de ces propos, à la place de religion, on avait eu race, aurait fait scandale. Il y a un glissement, un changement de registre au niveau du discours qui est essentiel à comprendre. Parce qu'au niveau républicain, on ne peut plus défendre, au moins en public, l'idée qu'il y aurait des races et que celles-ci ne se valent pas. Alors que dire que quelque part, l'islamité contiendrait en substance des marqueurs d'infériorité, cela peut passer dans le discours, et c'est ce qui, même s'il y a eu un certain nombre de controverses autour, ça aurait été inenvisageable. Ce qui est intéressant, c'est que ça va donner lieu à de nombreuses législations, parmi lesquelles l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public. Rappelons que c'est l'exemple que lui-même donnera pour dire que les civilisations ne se valent pas. Dans cette loi d'octobre 2010, on va interdire à l'ensemble des femmes de se dissimuler le visage dans l'espace public, avec 2 exceptions qui vont être apportées par le Conseil d'État. Première exception, l'espace privé. On ne peut pas interdire à une femme de se couvrir le visage chez elle. Ça tombe bien parce que généralement, quand elles sont chez elles, c'est pas ce qu'elles font. Et deuxièmement, dans les lieux de culte. Ce qui va m'intéresser davantage, puisque ici, ce qui est démontré, c'est que cette 2e exception est plus surprenante, puisque les lieux de culte sont considérés en droit français comme n'importe quel autre établissement recevant du public. Ça va néanmoins être considéré comme une exception. Ce que je vais essayer de vous emmener, finalement, je vous amener dans cette réflexion, c'est de vous montrer que ces processus de racialisation et d'imbrication du confessionnel, cette intrication, n'évolue pas dans le ciel des idées. Elle va se territorialiser. On va faire une espèce de géographie de la race, de géographie du genre, ou plutôt de géographie de l'intersectionnalité. J'en viens donc à mon premier point, parce que tout ça c'était que la mise en bouche. Alors, le premier point qui est les enjeux stratégiques finalement de la tolérance, de cette visibilité musulmane dans les quartiers ou dans les banlieues. En effet, historiquement, si vous voulez, les lieux de culte musulmans en France sont installés plutôt en périphérie des villes. Ça s'explique par rapport aux trajectoires migratoires, notamment les foyers Sonacotra, où on va avoir un lieu de culte. Beaucoup de ces foyers sont installés en dehors des villes, même s'il existe des foyers à l'intérieur. Puis ensuite, avec la familiarisation de l'immigration, c'est-à-dire le regroupement familial, on va avoir des familles entières de migrants qui vont s'installer, et pour les loger, on va choisir des établissements, ces espèces de grands ensembles, ces tours, tout autour des municipalités, tout autour des villes. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit, ne serait-ce que dans la question de la contravention. Si on fait, puisqu'il n'y a pas eu énormément de contraventions par rapport aux femmes qui portent le niqab, si on essaye d'analyser les endroits où elles ont été verbalisées, généralement, c'est en centre-ville. Et alors qu'elles sont beaucoup plus visibles dans les espaces périphériques et dans les espaces de banlieue. Pourquoi ? En fait, l'idée, c'est de montrer que cette forme de tolérance à la visibilité religieuse musulmane dans les banlieues est stratégique. Le fait de dire, mais regardez finalement, les femmes, où est-ce qu'elles sont voilées ? Les femmes, où est-ce qu'elles vont porter la burqa ? Les femmes, où est-ce qu'elles vont subir le sexisme ? Eh bien, ce sont dans ces territoires que seraient les banlieues.
Progressivement, on va avoir un espèce de jeu de miroir inversé en disant, eh bien, la figure qui va incarner l'ensemble des plaies sociales, dont le sexisme, ça va être le jeune musulman ou le jeune arabe de banlieue. Alors, je vais vous donner des exemples. On a eu des néologismes qui ont progressivement apparu. On en a parlé, qui sont progressivement apparus. On en a parlé notamment hier, qui est le stigmate de l'islamo-fasciste ou du nazi-islamiste. Il y a même, il n'y a pas longtemps, un article de Alain Finkielkraut sur Figaro Vox qui disait que, eh bien, dans les territoires de banlieue, il y avait un antisémitisme particulier, extrêmement vif, que l'on refusait de voir au nom de la lutte contre l'islamophobie. Ce qui est intéressant, c'est que de lui-même, simplement par son discours, il va complètement superposer l'islamité, il fait référence à l'islamophobie et non pas au racisme en général, et l'antisémitisme. Il va y avoir plein d'autres comme ça, plaies sociales, furoncles sociaux ou problèmes publics qui vont être accolés à la figure du jeune musulman. L'assistanat, la délinquance, le chômage, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, la violence. Toutes ces plaies sociales vont être assimilées à la banlieue. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette stratégie finalement d'assignation d'un ensemble de stigmates sur une figure du rejet social que serait devenu le jeune musulman arabe est stratégique. Ça permet d'une part de circonscrire toutes ces plaies sociales en disant ce n'est pas notre société dans laquelle il y aurait des mécanismes de domination et des mécanismes de discrimination, mais c'est là-bas qu'on les donne à voir et donc c'est là-bas qu'elles se trouvent. Ça permet donc de circonscrire ces plaies sociales, ça permet également de les altériser, de les incorporer. Les personnes qui vont personnifier, c'est un peu pléonastique, mais c'est les individus qui vont personnifier finalement le mal, ce qui est négatif, les représentations négatives dans nos sociétés, eh bien, ce sont ces jeunes musulmans qui habiteraient dans un autre espace, pas si éloigné, mais en même temps symboliquement tout de même distinct, que seraient les banlieues. Donc, circonscription, altérisation, unification, ça permet de définir le nous vis-à-vis de ce qui est l'alter. Nous nous construisons avec la figure un peu inversée. Nous sommes les défenseurs des femmes, nous sommes des gens qui travaillent dur, etc. Et en face, eh ben, on a tout le contraire. Ça permet de créer une identité du nous qui rejetterait le eux, l'alter, qui se trouverait dans ces territoires. Quatrième point, après la circonscription, après l'altérisation, après l'unification, c'est la notion de distinction. Mais j'en avais une juste un petit peu avant. Hop. Projeter. Ah oui, la projection. Ça, je pense que c'est très intéressant, encore plus parce que ça vient juste après l'intervention sur la question de la prostitution. Tout comme l'orientalisme, où on projetait une sexualité débridée chez les Arabes et chez les Orientaux, eh bien, on va projeter une forme de sexualité complètement hors de contrôle eh bien, chez ces jeunes musulmans de banlieue. À travers notamment l'exemple des tournantes, donc des viols collectifs, de la violence qu'on imagine dans leur sexualité. Cette projection, elle est aussi tout à fait visible dans toutes les études autour de la pornographie et de la représentation de la figure de la beurette dans la pornographie. Ça fait partie des acceptions, si vous voulez, des occurrences. Si vous tapez beurette dans votre tâche, dans votre moteur de recherche dans Google, vous allez trouver un nombre, 4 500 000 occurrences de beurette qui ne renvoient systématiquement qu'aux questions de sexualité. La figure de beurette est tout de suite assimilée à la sexualité, à la pornographie, immédiatement elle-même assimilée à la banlieue. Et il y a ces espèces de mise en scène, on voit souvent des femmes qui portent le foulard dans ces représentations pornographiques des jeunes arabes de banlieue. Donc vous voyez, on a aussi toute cette idée de projection, des frustrations, des représentations sur cet autre, et enfin, une stratégie de distinction. Et c'est là où je fais le lien avec la civilisation. Notamment, donc, si vous voulez, ces acteurs qui sont devenus un peu les évacuateurs, moi ce que j'appelle les agents évacuateurs de l'impureté du système, c'est-à-dire qu'ils vont être chargés en quelque sorte d'évacuer l'impureté raciale du système, c'est eux qui incarnent la racialité, l'impureté sociale, c'est eux qui incarnent la pauvreté, l'impureté religieuse, puisqu'ils sont musulmans, et l'impureté sexuée civilisationnelle. Et ça, c'est le deuxième point de mon développement. C'est comment finalement le genre va devenir un marqueur civilisationnel à part entière. Et c'est toute la dialectique ou la dynamique développée notamment par Éric Fassin, qu'on appelle la démocratisation sexuelle. Comment lui l'a définit ?
La démocratisation sexuelle, c'est l'idée que l'égalité entre les hommes et les femmes et la libéralisation sexuelle seraient propres aux sociétés modernes et occidentales. Et c'est ce qui va dissocier notamment les civilisations, ou la civilisation française, les civilisations occidentales et les autres, notamment les civilisations arabes. Et c'est comme ça qu'on voit, ne serait-ce que dans les rhétoriques, au moment d'envahir l'Afghanistan, au moment d'envahir l'Irak, eh bien on va dire que c'est pour le bien de ces femmes qui portent la burqa, c'est pour le bien de ces femmes irakiennes qui sont violées ou mutilées par l'État islamique que l'on va provoquer l'invasion. Ça, c'est la démocratisation sexuelle, l'instrumentalisation stratégique de la libéralisation sexuelle. Et dans la question des banlieues, on va retrouver toute une mise en scène de cette sexualité à travers notamment les médias. Quel type de médias? Le cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui avait été extrêmement regardé et dont on avait beaucoup entendu parler, qui s'appelle Aïcha. Bon, j'ai de la chance, c'est pas Fatima, mais ça aurait pu s'appeler comme ça. Aïcha, donc, qui est sortie entre 2008 et 2011, où c'est une femme issue de la banlieue, éduquée, et bien qui bien sûr fréquente un Français de souche, comme il l'appelle. C'est dans le synopsis de Wikipédia, hein, où il nomme son conjoint comme étant un Français de souche. Oui, c'est 4 épisodes qui ont été réalisés par Yamina Benguigui. Voilà. Et donc cette femme des banlieues n'aurait qu'une seule volonté, eh bien c'est de s'extirper de la pression communautaire, religieuse et arabe qu'elle subit dans les cités. Et qu'est-ce qui est le symbole finalement de son émancipation? Passer derrière le périph' et enfin pouvoir retrouver son bien-aimé qui va l'aider à s'émanciper, qui bien entendu est blanc et athée. Voilà. Donc on va avoir toute une mise en scène, on va retrouver également autour du reportage, peut-être que vous l'avez vu aussi, qui s'appelle La Cité du Mal. Ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir un jeu de mots entre le mal, donc les représentations négatives des choses, hein, le mal c'est diabolique, voilà, et en même temps le mal comme étant le masculin. Et ce reportage, on va retrouver des mots, dont ceux dont je vous parlais tout à l'heure, la figure de l'islamo-fascisme. Dans le reportage, à la 15e minute, eh bien, la journaliste dit « Mais dis donc, ce sexisme que l'on donne à voir, est-ce que ce n'est pas finalement l'archétype du fascisme ordinaire que l'on pouvait voir dans d'autres temps ?» Elle parle également de la barbarie machiste des banlieues. Ces termes ne sont pas anodins, puisqu'ils réactivent l'idée qu'il y aurait un choc des civilisations, une opposition entre les êtres civilisés et les êtres barbares. Et cette frontière entre les deux, je vous invite à prêter attention au mot frontière. Frontière, c'est un vocabulaire guerrier, c'est une ligne de front. Cette ligne de front qu'il y aurait entre la civilisation et le barbare, c'est la question du genre et les questions liées à la sexualité. On va avoir, à côté de ce développement de films, de reportages, également toute une presse qui va apparaître avec des livres sur les femmes qui ont été brûlées vives, les femmes qui ont été victimes de viols collectifs dans les cités et également sur la question de l'homophobie. Il va y avoir un livre écrit par un certain Franck Chaumont, et je vais vous citer ce qu'il a dit sur la question de l'homophobie et de l'homosexualité en banlieue. Cette homosexualité établie, maintenant reconnue dans les centres-villes, qui est prescriptrice de tendances, qui obtient de plus en plus de droits, et à côté de là, mais à 10 km du centre-ville, dans des cités ghettos qui sont exclues de toute modernité, on a affaire à une homophobie qu'on n'aurait même pas imaginée, qu'il n'y aurait même pas eu 50 ans avant. Ce qui est intéressant dans cette prise de parole, donc c'est sur le plateau Vie privée, vie publique, donc en 2009 qu'il va s'exprimer ainsi. D'ailleurs, il n'a fait aucune ethnographie des banlieues. Hein. Cet homme-là n'habite pas en banlieue, il n'a jamais vécu en banlieue. C'est d'ailleurs l'un des anciens responsables communication de l'association Ni pute ni soumise, qui tient ces propos, va mettre véritablement, si vous voulez, en parallèle 2 mécanismes. D'un côté, on aurait les centres-villes homophiles qui seraient inscrits dans la modernité, où il n'y aurait plus de problème avec l'homosexualité, bien entendu, on l'a vu avec les manifs pour tous. Et en face, eh bien, il y aurait les banlieues qui, elles, sont renvoyées à une espèce de double mise à distance. D'une part, bien sûr, elles sont homophobes, c'est en tout cas la façon dont il le décrit. Il y a une mise à distance géographique, une espèce de dichotomie entre centre-ville et banlieue. D'autre part, une mise à distance temporelle. Il s'inscrit, lui, et le centre-ville dans la modernité, alors que les autres, eh bien, c'est même pas 50 ans avant. C'est une façon de les renvoyer à une espèce de passé archaïque.
Cette double mise à distance donne l'impression que les banlieues, c'est comme un fragment anachronique, une espèce d'exogénéité. On explique leur comportement par leur culture traditionnelle, par leur religion. Et on renvoie cette culture traditionnelle à l'autre côté de la Méditerranée, à des territoires un petit peu plus éloignés. Donc on voit comment on a cette espèce de double mise en parallèle qui permet véritablement d'euphémiser, voire même de nier complètement le machisme et le système patriarcal en lui-même dans les centres-villes. Ça permet de faire comme si tout cela n'existait que dans ce type de territoire, de la même façon que l'homophobie. Et on voit donc cette espèce d'imbrication entre les logiques territoriales, les logiques raciales, les logiques genrées et les logiques liées à la religiosité. Alors, pourquoi faire la distinction autour de la question sexuelle? Eh bien, à l'époque, ce qui allait marquer finalement la supériorité d'une civilisation, ce n'était pas la libéralisation sexuelle telle que l'on entend aujourd'hui. Pendant très longtemps, le fait d'être civilisé, c'était la capacité à contrôler son corps, contrôler ses passions et à avoir une sexualité dans l'espace domestique. Et c'est comme ça que petit à petit, les femmes ont été renvoyées à l'espace domestique, à l'espace privé, et l'espace public a été masculinisé, approprié par les hommes qui donnaient à voir leur capacité à maîtriser leurs passions. Et en face, on avait l'homme barbare, l'homme sauvage, l'homme noir, l'homme arabe, l'homme juif, qui, eux, étaient passablement efféminés, mais je vais revenir là-dessus après si vous voulez pendant les questions, au même titre, donc ils étaient efféminés, au même titre qu'on considérait qu'ils avaient une sexualité débauchée. C'est tout le fantasme autour de l'hypersexualisation des Noirs ou l'hypersexualisation orientale. Je vous rappelle que le fantasme orientaliste, c'était de dire que quelque part il existait une homosensualité très importante entre les hommes et qu'on imaginait aussi la sexualité féminine qui se passait à couvert dans les harems. Donc pendant très longtemps, la civilisation, ça n'a pas été la libéralisation sexuelle. La civilisation, c'était la privatisation de la sexualité. Et comment finalement, toujours dans une volonté de se différencier, de se distinguer du barbare, avec notamment la révolution sexuelle des années 70, on a progressivement déplacé le curseur. Ce qui devenait le marqueur de la civilisation, c'était la publicisation, la mise en scène, l'hypersexualisation dans l'espace public. Et on met désormais un peu d'une façon totalement binaire l'idée qu'il existerait une publicisation de la sexualité dans les centres-villes, quand en face, il y aurait une privatisation de la sexualité dans les banlieues. Et la religiosité, elle aussi, joue un rôle, puisque dans les centres-villes, l'idée d'être dans un espace moderne, c'est la privatisation du religieux, alors que dans les banlieues, c'est l'idée qu'il y a la publicisation du religieux. Alors j'incite, je sais que du coup vous avez peut-être faim et que c'est peut-être compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais je voulais simplement insister sur l'idée qu'il y a cette espèce de mise en regard, à la fois donc des centres-villes qui seraient devenus l'archétype des types de féminité et masculinité pure. Qu'est-ce que j'entends par féminité et masculinité pure ? Féminité pure, c'est l'émancipation des femmes par la disponibilité sexuelle. Masculinité pure, c'est le fait de ne plus donner à voir, au moins en théorie, le machisme. Et en face, on a la féminité et la masculinité impure. La féminité impure, c'est les femmes voilées, les femmes qui portent la burqa, qui, elles, nieraient en quelque sorte leur féminité, dans une conception très essentialiste, finalement, de la féminité. Et la masculinité impure se cristallise dans la figure du jeune garçon arabe musulman, qui, lui, serait machiste et homophobe. Alors, tout simplement, pour conclure, ça y est, j'ai fini. La simple chose sur laquelle j'aurais aimé, et j'espère y être parvenue un peu, attirer votre attention, c'est l'idée qu'il est nécessaire toujours de territorialiser les mécanismes qui servent à discriminer. Ils n'évoluent pas simplement dans les discours, ils n'évoluent pas simplement dans les représentations, mais ils prennent corps dans les territoires. Et notamment dans les territoires de la banlieue. Lorsqu'on nomme une différence, on ne la décrit jamais. Lorsqu'on dit en gros il y a une opposition centre-ville et banlieue, on ne fait pas que décrire, on norme. On norme, on divise ces deux espaces et surtout on oublie que la catégorisation est nécessairement performative. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Mais encore une fois,